Bonjour à tous, alors je suis Adrien Gros, donc je suis consultant chez Octo Technologies depuis bientôt 3 ans. Et donc j'ai développé des API, j'ai mis en place des solutions d'API management, et me voilà aujourd'hui. Et donc moi c'est Daniel Sabin, vous fiez pas à la photo, c'est bien moi, il y a quelques années. Développeur d'API aussi depuis 5 ans chez Octo Technologies. Et aujourd'hui on va vous parler d'API management, on est plutôt très content de vous parler de ce sujet-là. On ne va pas parler d'ESB, vous inquiétez pas. Et quelques éléments de contexte, pourquoi on est là. En fait, quand on est intervenu chez nos clients, très souvent, ça a été par le biais de la solution directement. Quelle est la solution d'API management laquelle je dois acheter, qui me permettra de faire des miracles et d'adresser une stratégie d'APIisation. Nous, on a toujours travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir d'une API qu'on va développer, qu'on a identifiée comme API qui serait externalisable, on va voir juste après. Quelle est la solution qui va nous permettre de rendre ça possible? Donc on a deux contextes qui vont être le fil conducteur de ce qu'on va vous raconter juste après. Le premier, ça a été le contexte d'une API dans le monde de l'assurance qui permet de récupérer des devis de tarification. Et le deuxième, c'est le contexte plutôt fintech, un utilisateur qui a une capacité de récupérer ses transactions bancaires au travers d'une API. On va revenir déjà sur quelques définitions. Le management d'API. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on identifie nous comme un processus. Et c'est tout ce qui va se passer entre les API qui sont à droite, les prises qu'on voit, et les développeurs qui sont à l'extérieur de votre système. Et tout l'enjeu du management d'API, c'est de rendre possible la consommation de vos services depuis l'extérieur, sans être capable de présager de l'architecture des applications qui vont être construites à l'extérieur, et de rendre ça industrialisable. Et donc pour ce faire, il faut être capable de rendre possible la publication de beaucoup d'API au travers d'un système, d'en faire la promotion au travers de documentation, de faire en sorte que les développeurs soient un maximum autonomes et qu'ils n'aient pas besoin d'appeler une hotline pour avoir des informations. Et le dernier enjeu, c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe sur vos systèmes pour pouvoir vous adapter et soit améliorer vos services, changer, enfin voilà, pas être à l'aveugle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le management d'API. Et par-dessus, pour répondre à ces enjeux-là, on a eu l'apparition de ce qu'on appelle les outils d'API management. Il y en a plein. L'idée du talk, c'est pas de faire une liste exhaustive des solutions, mais de vous raconter celles que nous, on a regardées, ce qu'on a vraiment utilisé, ce qu'on a trituré. Et si on regarde un petit peu la cartographie fonctionnelle de ces solutions, il y a 4 grosses boîtes. La première est la partie qui permet de gérer l'accès, ce qu'on va grossièrement appeler la sécurité d'accès aux API. Mais ça permet de gérer qui accède à vos API et qu'est-ce qu'il a le droit de faire. La deuxième partie qu'on appelle la gateway, c'est ce qui permet de garantir à un seul endroit l'accès à vos API. Donc tout le routage va passer par la gateway, tous les flux passeront par là. Le portail développeur, c'est quoi? C'est une interface qui est à destination donc, des développeurs qui sont à l'extérieur de votre système. Et on va, dans cette interface, dans ces outils, mettre à disposition de la documentation technique, fonctionnelle, des mécanismes d'enrôlement automatique, et voilà, un ensemble de fonctionnalités qui va permettre de gérer ces pools de développeurs. La dernière boîte, portail de management, elle se décline souvent en deux parties, soit une interface, soit une capacité de le manipuler via API, qui va permettre justement de configurer toutes ces boîtes entre elles, donc de piloter à la fois la sécurité, la gateway et les développeurs. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de nos deux contextes. Ce qu'il a fallu faire avec ce qu'on a fait avec Adrien, ça a été déjà de se heurter à un ensemble de fonctionnalités fournies par les solutions. Donc il a fallu qu'on arrive à comprendre ce qu'elles faisaient et qu'on arrive à faire le lien entre nos besoins et les promesses des solutions.
Et c'est ce qu'on vous raconte tout de suite. Alors, notre premier besoin, ça a été justement d'exposer cette API de tarification. Et donc là, la première promesse des solutions d'API Management, c'est Get started in 1 minute. J'installe ma solution et je suis prêt à l'utiliser. Alors, donc là à gauche, j'ai mon API de tarification que je viens de développer et je vais, via des requêtes HTTP, pouvoir configurer ma gateway pour justement exposer cette API à l'extérieur de mon SI. Quand je fais /tarification, j'arrive sur mon API. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que les solutions d'API Management, elles font bien leur boulot. On arrive facilement à router des services vers l'extérieur. Quelque chose qui est important pour nous, c'est aussi que cette gateway elle soit complètement pilotable par API pour justement faciliter l'automatisation et l'intégration du déploiement des services dans des pipelines de déploiement. Deuxième besoin qu'on a eu, c'est que pour faire cette API de tarification, on avait un service qui était offert par un logiciel pour faire un moteur de règles. Et ce moteur de règles, il exposait une interface en XML. Et donc on s'est dit, utilisons la promesse numéro 2, transformez vos services. Et donc là, j'ai mon service de moteur de règles, c'est la petite grenouille, et grâce à la fonctionnalité de l'API Management, je vais pouvoir venir transformer ces requêtes XML en requêtes JSON. Et à la fin, ok, j'aurai peut-être une API qui sera en JSON, mais j'aurai toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que si mon service n'est pas performant, il ne sera toujours pas performant. S'il n'a pas été pensé pour être orienté ressources, il ne le sera toujours pas, et j'ai toujours mon problème de documentation à adresser. Donc, au final, les solutions le font, mais bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc là, ce qu'on peut se dire autour de la gateway, c'est que finalement, on peut l'associer à un reverse proxy de luxe. C'est un reverse proxy de luxe, car en fait, il fait vraiment du reverse proxy, mais en fait, toute la configuration de ce reverse proxy, elle va se faire via des API, et ensuite, je vais pouvoir venir rajouter différents traitements qui sont prédéfinis et offerts par la solution, comme la mise en place de quotas, du throttling, du rate limiting et plein d'autres fonctionnalités. Si on creuse un peu de comment ça fonctionne cette gateway, donc à gauche, on a le client, donc c'est le consommateur qui va appeler l'API, l'application qui va appeler l'API. À droite, là-bas, on a l'API, et au milieu, on a tout le traitement de la requête qui est fait par la gateway, et en bas, tout le retour qui est fait par la gateway. En premier, on va avoir du contrôle de l'accès, savoir quel est le client qui veut appeler une API. Ensuite, je vais pouvoir, en fonction justement de ce client, appliquer des règles de sécurité. Je vais pouvoir exécuter du code custom, si je veux par exemple rajouter des headers ou modifier d'autres informations sur la requête. Je vais pouvoir jouer avec le cache, voir est-ce que cette donnée est cachée ou pas, est-ce qu'elle est activée ou pas. Et enfin, la fonctionnalité principale de la gateway, c'est le routage. C'est quand je fais mon api.com/tarification, j'arrive bien sur l'API dans mon SI. L'API reçoit la requête, elle va le traiter, et ensuite va la renvoyer à l'extérieur via la gateway à nouveau, qui va à nouveau pouvoir lancer du code custom. Va ensuite pouvoir appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, les règles de transformation, mais c'est celles-là qu'on recommande de ne pas les utiliser. En plus, on ne veut pas mettre de métier, on voit bien que c'est vraiment une brique technique et on va mettre du métier dans cette brique, donc on veut éviter à tout prix. Et enfin, on a la partie log metrics pour toute la partie analytics des requêtes. Et enfin, la mise à jour des caches si c'est actif. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement de la gateway. Quand on parle d'une gateway, d'une solution d'API Management, c'est ça. C'est un reverse proxy de luxe avec différents traitements prédéfinis qui vont pouvoir permettre de faire le plan d'exécution de l'API. Et donc, une fois qu'on a réussi à exposer nos API, donc qu'elles soient accessibles au travers de cette gateway, très rapidement, on a eu le besoin de les sécuriser. On a deux standards aujourd'hui qui sont tirés par les géants du web, qui s'appellent Auth2 et OpenID Connect. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais en parler un petit peu, mais l'idée, ce n'est pas de faire de vous des experts des sujets. Mais avec Adrien, on avait des besoins très spécifiques sur la sécurisation, parce que c'est un sujet qu'on maîtrise plutôt bien. Et donc, on avait une ambition, c'était de faire que la solution réponde correctement à ces standards-là pour nous mâcher le travail et faire qu'on ne soit pas obligé derrière de recoder des choses et de se focaliser plus sur le métier. Et ça, au bout d'un moment, ça a été nous. C'est-à-dire qu'on s'est vite rendu compte que la promesse qui était de dire, et qui est souvent très marketing, la partie Auth2 et OpenID Connect, notre solution, ça la prend en charge et c'est facile. Voilà, il suffit de configurer rapidement 2-3 trucs. Nous, on a été très vite déçus. Notre constat, il est plutôt sur le sujet assez négatif. Je vous explique pourquoi. On a eu à gérer plusieurs cas.
Le premier cas que vous allez avoir à gérer quand vous faites de la sécurisation d'API, c'est de rendre possible à vos développeurs, qu'on va appeler les consommateurs de vos API, de faire en sorte qu'ils puissent être autonomes pour aller tester vos services. Donc on va faire en sorte de leur mettre à disposition une clé d'API, qui est une chaîne de caractères aléatoire qu'on leur fournit, qui est vraiment un contrôle technique basique. Et en entrée de la gateway, ça va permettre de gérer ce qu'on disait tout à l'heure, des quotas. Donc on va mettre à disposition une clé d'API aux développeurs et ça va leur permettre de tester nos services. Ça, il n'y a pas de débat, on n'avait rien eu à faire, parce que si je raisonne d'un point de vue architecture, j'ai mon API que je développe, mon métier, et j'ai par-dessus ma gateway, et la notion d'API, de clé d'API, c'est une notion purement technique. Mon API que j'ai développé, elle est complètement agnostique de ce truc-là. Donc à aucun moment, moi, je vais coder dans mon API une liste d'API key. Donc j'ai complètement délégué ça auprès de ma gateway et de ma solution, et ça marche sans problème. Maintenant, sur la partie jetons d'accès serveur à serveur, ce qu'on appelle le scénario Client Credentials dans OAuth 2. Au tout début de la presse, je vous parlais de l'architecture de mes consommateurs et donc d'être capable de fournir des services et des moyens de consommer mes services sans connaître au préalable l'architecture des applications qui vont me consommer. Et donc ce flow-là permet de répondre à un besoin qui est l'architecture de l'application qui est développée par les développeurs qui sont en dehors de mon système, et une architecture back-office sans utilisateur. Donc par exemple, si je parle de l'API de tarification, je vais brancher un batch ou quelque chose qui va permettre d'aller taper le moteur de tarification et de récupérer des devis directement. Donc, le client consommateur de mon API, c'est une application, et je vais être capable, au travers de ma solution d'API Management, de déléguer la partie quel client a le droit de faire quoi dans mon API. C'est-à-dire que même moi, au niveau de mon API, d'un point de vue métier, je dois être capable d'être complètement agnostique de mon client. Je n'ai pas besoin de connaître l'identité de mon client. Je peux le déléguer au niveau de ma brique d'API Management. Donc, c'est encore une fois purement technique, et ça se passe très très bien. Là où ça s'est corsé, c'est dès qu'on a commencé à tirer la problématique de l'utilisateur qui était connecté. Donc OpenID est une réponse qui permet justement de gérer cette problématique. J'ai mon utilisateur, au milieu j'ai le client qui est donc l'application sur laquelle je branche mon API. Mais la donnée que je manipule au travers de mon API, elle appartient à l'utilisateur. Donc on commence à tirer des problématiques de gestion de l'identité, des problématiques du coup métier, des problématiques de consentement utilisateur. Vous avez certainement déjà vu, quand vous avez manipulé des applications, on vous demandait par moment est-ce que j'ai le droit, est-ce que vous autorisez l'application de faire ça pour vous. C'est typiquement des mécanismes de délégation qui sont gérés par le framework OAuth 2, et OpenID Connect rajoute une couche qui permet de gérer l'identité de l'utilisateur. On a tiré une grosse complexité avec Adrien. Très rapidement, on a été obligé de sortir la spécification technique, d'aller regarder comment ça devait fonctionner. Et très rapidement, il a fallu qu'on recode dans les solutions de l'OpenID Connect et des flows OAuth 2 spécifiques pour gérer correctement nos utilisateurs. Là-dessus, on a eu un gros bat-mail. On s'est dit, il faut qu'on arrête. On est en train de faire n'importe quoi. Et donc, on s'est tourné vers des solutions dédiées. Il y en a deux qu'on a pas mal manipulées. OAuth 0, qui est une solution en SaaS, et Keycloak, plutôt à destination type d'installation on-premise chez vous. Il y en a d'autres. Et on a réussi correctement à coupler ces deux problématiques, faire en sorte que la gateway, avec des connecteurs spécifiques, soit capable de manipuler correctement cette espèce de danse avec le serveur d'autorisation. Et ces solutions dédiées viennent avec un ensemble de fonctionnalités assez fournies qui permet de gérer correctement la délégation de consentement, la validation de jetons, la révocation, etc. Des choses qu'on n'a pas eu besoin, nous, de recoder. Et en plus, ça respectait vraiment correctement les standards. Et nous, ça nous plaisait et ça fonctionnait bien. Bien mieux que ce qu'on pouvait coder à la main. Ce qu'on en a tiré comme enseignement là-dessus, c'est ce petit schéma qui permet de mettre en lumière le fait que la sécurité, quand on parle d'API, ça se passe à deux niveaux. D'un point de vue gateway,
On doit avoir des mécanismes de sécurisation technique, j'en parlais sur la partie Client Credentials, API Key. Et la gateway doit communiquer correctement avec le serveur d'autorisation pour faire les validations purement techniques. Une fois que c'est OK, quand on arrive au niveau de l'API, là, il y a deux choses qui vont se passer. L'API doit être, elle, agnostique de ce qui se passe au-dessus d'elle. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, à un moment donné, la déplacer, la mettre ailleurs. Elle ne doit pas être dépendante d'un point de vue sécurisation de la gateway qui est au-dessus. Donc elle doit être capable aussi d'aller faire de la validation technique auprès du serveur d'autorisation. Et la deuxième chose, il faut qu'elle soit aussi capable de faire la validation métier. Et comme c'est du métier, il faut que ça soit codé au niveau de l'API. Et donc la solution d'API Management ne peut pas le faire à votre place. Donc il faut vraiment coder ces deux problématiques-là au sein de votre API. Une fois que notre API elle était exposée sur notre gateway, qu'elle était sécurisée, on a eu besoin de, justement, de mettre à disposition des développeurs de notre partenaire pour qu'ils puissent accéder à la documentation de l'API, pouvoir se créer un compte et créer des clients qui vont pouvoir récupérer les jetons de sécurité. Donc la promesse de l'éditeur, c'est d'avoir un portail développeur qui est intégré et personnalisable directement dans la solution. Donc là, ce portail dev, c'est comme un peu la vitrine de mon SI, c'est ce que mes partenaires vont voir. Donc il doit ressembler, il doit avoir mes couleurs, il doit avoir mon logo, et je dois pouvoir mettre un peu de contenu business. Donc là, quand il s'agit de la peinture, les solutions d'API Management, elles répondent bien à ce besoin. Dans l'espace administration, je vais pouvoir venir changer le CSS, mettre un peu d'HTML, mettre des images, ça va fonctionner plutôt bien. Quand je vais vouloir commencer à rajouter des fonctionnalités dans ce portail, c'est là que ça commence à devenir un peu la bidouille. C'est-à-dire que la solution, je vais commencer à écrire du code JS dans des iframes, je vais avoir aucun test, aucune intégration. Et donc là, ça commence à devenir un peu un portail de Babel bricoleur et c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Nous, on a vraiment dû tirer ces fonctionnalités à cause de la sécurité. Comme on a débranché la solution de sécurité de la gateway, il a fallu rebrancher le portail dev à la nouvelle solution. Donc finalement, ce qu'on a préféré faire, c'est plutôt développer un portail custom. On est reparti from scratch, on a développé notre propre portail. Et comme ça, on a pu adresser en fait toutes les problématiques des flows hôtes. Donc tous les flows qui étaient disponibles sur Hôte, on a pu les implémenter dans le portail. Donc, quand vous voulez créer un client qui devait adresser une SPA ou un batch ou une application mobile, il y avait un écran qui était adapté dans le portail développeur à chaque use case. Et une fois qu'on avait en fait ce portail dev, c'est là qu'on a pu se dire on va pouvoir travailler un peu sur des fonctionnalités un peu plus avancées. On a pu travailler sur, par exemple, faire un regroupement de développeurs par organisation. Alors, dans mon portail, le partenaire il a un accès et il va créer des applications et chaque développeur aura la même vision. Il n'y aura pas un compte générique, on a pu gérer ce type de cas. On a pu travailler aussi les workflows d'enrôlement. C'est-à-dire que les développeurs ils peuvent se créer un compte pour voir la documentation, mais s'ils veulent par exemple accéder à la recette ou à la production, là il y a un mécanisme manuel qui se met en place. C'est notre use case qui était comme ça. Voilà. Donc voilà, donc si le portail dev finalement, dès qu'on commence à trop le customiser, ça vaut quand même, faut se poser la question quand même de est-ce que c'est pas plus intéressant de le développer soi-même. Maintenant que les API commencent à être utilisées, on va commencer à se demander comment elles sont utilisées et on peut voir un peu les analytics. Et là, les solutions d'API Management, elles arrivent avec une nouvelle promesse, Analytics intégré. Et là, 1 plus 2 égale 3, oui, c'est un peu évident. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe sur les métriques qui sont offertes par les solutions. Elles sont assez standards et prédéfinies. Si par exemple on veut vraiment des métriques techniques, typiquement je veux connaître le nombre d'appels ou le temps de réponse de mon API de tarification, ça la solution va bien le faire. Par contre, quand je vais commencer à avoir des besoins d'analytics un peu plus business, typiquement à nouveau ce temps de réponse, mais je veux savoir si quand je tarifie pour une habitation ou pour un appartement, est-ce que le temps de réponse est différent. Et ça, les solutions ne vont pas nous permettre de creuser comme ça. Donc ce qu'on peut dire en fait de l'analytics intégré dans les portails, c'est que ok, on a un effet démo qui est garanti. Quand je vais montrer ma solution déployée, tout de suite le marketing ou mon DSI, il a plein de graphes, ça fait plein d'informations, c'est plutôt réussi. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de métriques qui sont inutiles. Typiquement, on avait des métriques qui nous permettaient de connaître la position géographique des appels des clients. Nous, ça ne nous intéressait pas du tout. On avait aussi le nombre d'appels à l'API par client. Pareil, c'est non intéressant. Donc, comme c'est des métriques prédéfinies, on vient avec celles qu'on veut et celles qu'on ne veut pas. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Et aussi, il y avait une autre question sur la partie durée de stockage. Les solutions qui étaient limitées par exemple, à 2 ou 3 jours de rétention. Donc, c'est un peu limitant. Donc, au final, on se retrouve à devoir extraire en fait, les logs de la gateway et les mettre dans Elasticsearch plus Kibana. Ça, on a pu faire en fait, tous les dashboards qu'on avait envie de faire.
La dernière chose qu'on a eu à adresser très rapidement, ça a été, on a eu besoin de rendre disponibles nos API, donc par exemple l'API de tarification, qu'elles soient testables, donc qu'il y ait un environnement pour les développeurs externes sur lesquels ils puissent se brancher pour réaliser des tests. Ça paraît bête dit comme ça. Et ce qu'on voulait surtout pas, c'était faire que les développeurs soient branchés sur les API de recettes de ceux qui développent l'API. Ce qu'on retrouve souvent comme pattern chez les clients chez lesquels on se trouve. Donc vraiment mettre à disposition un environnement de test pour les développeurs. Et donc c'est souvent marketé comme ça, vous êtes capable avec notre solution de gérer du multi-environnement pour les API et ça fonctionne bien. Donc nous on y allait à pleine bourre, on s'est dit super, ça va faire le boulot. Notre constat là-dessus, il est très mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réponse des solutions d'API Management, elle fait qu'une partie du travail. Elle s'adresse principalement aux développeurs, donc ceux qui réalisent les API chez vous, et ça leur permet principalement, au travers d'un environnement dédié dans la solution, d'aller tester les plans d'exécution, d'aller tester le routage, et de faire qu'ils puissent, avant de publier définitivement en production, donc pour les développeurs qui sont à l'extérieur de votre système, faire que tout ça soit branché correctement. Donc, la solution répond à leurs besoins à eux. Par contre, nous, le besoin qu'on souhaitait adresser, c'était les développeurs qui sont à l'extérieur. Je veux pouvoir mettre à disposition un véritable environnement de production qui fonctionne, qui a les mêmes exigences que l'environnement d'API qui est lui vraiment connecté. Donc on a fait la distinction entre un environnement bac à sable et un environnement live. Si je fais l'analogie avec Google, par exemple, à aucun moment, si moi je travaille sur l'API de Google Maps, je vais me brancher sur l'API de recettes de Google Maps. Je vais utiliser des API bac à sable pour pouvoir faire peut-être des traitements métiers. Et donc là, typiquement, notre use case à nous, c'était l'API de tarification. Je voulais pouvoir rendre disponible l'API de tarification sans avoir à brancher sur les vrais moteurs de tarification derrière. Mais par contre, tous les traitements métiers qui sont codés dans l'API, faire que ce soit les mêmes et que je ne me retrouve pas à avoir un delta entre l'API de Sandbox et l'API de Live. Donc le code exécuté est exactement le même. Souvent dans les solutions, on trouve des notions de Sandbox qui sont plutôt des bouchons qui se retrouvent codés dans la gateway et donc vous ne vous retrouvez pas à exécuter le même code métier que votre API. Et donc là, encore une fois, vous avez un delta. Donc nous, vraiment, le besoin, c'était ça. Je développe mon API une seule fois, je la mets à disposition dans deux typologies d'environnements différents et je suis capable de garantir que mon API de Sandbox, elle répond aux mêmes critères de production ou d'exigence que mon API de Live. Et ça permet derrière, quand on adresse des enjeux d'OpenAPI, de respecter correctement les exigences des développeurs qui sont en dehors de votre système. Parce que je vous rappelle, vous n'êtes pas censé savoir quand est-ce qu'ils vont utiliser vos API, de quelle manière, quelle est l'architecture de leurs applications, etc. Et donc, ce qui permet de faire le routage en entrée, parce qu'on parlait du routage au travers de la gateway, c'est le DNS. Voilà, on a branché des noms de domaine différents qui nous permettent derrière de router aux bons endroits en fonction des types d'appels. Et on branche des quotas différents, forcément, en fonction des API et des clients. Premier bilan, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que ces solutions d'API Management gardent leurs promesses? Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près environ 60% des promesses sont tenues. Donc si par exemple on veut faire de la publication d'API, ça les solutions d'API Management le font bien. La partie transformation de services, ça le prend en compte, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. La partie sécurité, dès qu'on creuse un peu, en fait, il faut tout refaire ou prendre une autre solution, donc ça ne répond pas aux besoins. La partie portail développeur, on va pouvoir un petit peu personnaliser, mais dès qu'on veut aller trop loin, il faut refaire une solution, donc ça ne répond pas vraiment. La partie analytics, on se retrouve rapidement à devoir exporter les logs dans une autre solution. Donc les solutions d'API Management ne répondent pas non plus aux besoins. Et la partie multi-environnement, il y a une réponse, mais ce n'est pas vraiment le besoin qu'on avait. Donc voilà. Donc c'est pas très glorieux, mais bon. On peut se dire quand même que pour les cas simples, finalement, ces solutions d'API Management, ça fonctionne. Quand on dit cas simple, c'est j'ai juste des besoins de faire un routage. / tarification, ça arrive sur tel backend. J'ai besoin de faire de la sécurité serveur à serveur, pas plus. J'ai besoin pour mon portail développeur, juste, je vais exposer le catalogue, rendre la documentation API disponible, et c'est tout. Donc quand j'ai que ces besoins-là, et pas beaucoup plus, les solutions telles qu'elles sont offertes par les éditeurs, à ce moment-là, ça marche et on peut les utiliser.
Par contre, dès qu'on commence à adresser les cas complexes, là, les solutions répondent plus vraiment à nos besoins. Quand on parle de cas complexes, en fait, c'est vraiment, comme disait Daniel tout à l'heure, c'est quand on commence à introduire la notion d'utilisateur connecté. Et là, quand on commence à introduire ça, on doit soit redévelopper la sécurité dans la solution, soit on l'extrait, et à ce moment-là, on commence à tirer plein de choses, et les solutions ne répondent plus aux besoins. Donc une fois qu'on a, nous, réussi à adresser ces problématiques-là, il y en a une qu'on n'a pas retrouvée dans cette cartographie fonctionnelle, qui peut sembler évidente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne parlera jamais d'organisation. Tout ce qu'on a regardé, nous, jamais vous retrouverez des modèles d'organisation standard qui vous permettent de trouver des modèles pour scaler, pour faire en sorte que vos API et vos équipes soient en capacité d'être autonomes et pour industrialiser, encore une fois, la consommation de vos services. Donc nous, on a travaillé chez nos clients souvent sur un modèle d'organisation décentralisé, ce qu'on va appeler en squad API, qui permet, au travers d'une équipe component au milieu, cette équipe va être responsable du socle d'API management et de configurer et de rendre possible le fait que chaque équipe d'API qui développe les services en dessous soit autonome dans sa capacité à publier ses API. Donc ça veut dire que les développeurs et les équipes de développeurs d'API en dessous sont capables et ont des accès auprès de la solution pour venir configurer une partie de la sécurité en fonction de leurs besoins. On parlait des workflows tout à l'heure. Être capable de gérer peut-être des pools de développeurs, être capable de gérer des quotas spécifiques par rapport à leurs besoins. Et l'équipe component au milieu, elle va permettre aussi d'être garante des différentes règles globales de design et d'architecture et les pousser auprès des différentes équipes pour rejoindre les précaux d'architecture qu'on a vus précédemment. Et nous, ça nous a manqué très vite parce qu'on s'est rendu compte, une fois qu'on avait mis en place la première brique de solution d'API management avec notre API, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte derrière d'en développer une deuxième et une troisième et de faire que tout ça, ça prenne du sens. Et donc c'est là-dessus qu'on est arrivé, qu'on a réussi à éprouver. Les solutions actuelles, elles ont des limites. Et en fait, ce qu'on aurait bien aimé, en fait, c'est que les solutions nous aident à les lever. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a tiré, c'est que si on va avoir la solution qui répond à nos besoins, c'est prendre différentes solutions qui existent, et les combiner et construire en fait la solution qui va répondre à nos besoins. Là, c'est un exemple d'une composition qu'on a faite pour une solution d'API management. Donc, en bas, la partie gateway. Donc là, les solutions, elles font bien le travail. Donc là, on a choisi un produit qui s'appelle Kong. Ça répondait à nos besoins de dockerisation et c'était entièrement pilotable par API. Donc là, on a acheté une solution qui répondait à tous nos besoins de gateway. Ensuite, pour la partie analytics et la partie sécurité, donc pour la partie analytics, on a aussi repris d'autres solutions. On a pris Elasticsearch et Kibana pour gérer tous nos logs et avoir des dashboards. Et enfin, pour la partie sécurité, on a choisi Auth0, qui était la solution en SaaS, qui couvrait tous les besoins qu'on avait en termes de sécurité. Et enfin, la partie où on a dû vraiment, cette fois, coder, c'était pour les API. C'est notre métier, il n'y a que nous qui le connaissons, donc on l'a fait en développement custom. On l'a fait en Java. Et la partie portail, c'est qu'une fois qu'on avait tiré Kibana, Auth0 et Kong, il a fallu faire en sorte que tout ça reste cohérent. Donc on a développé une API en Java et on a fait un front en React pour faire le portail développeur. Et on a utilisé une librairie qui s'appelle Redoc qui permet de faire de l'affichage de documentation API. Donc voilà, en combinant toutes ces différentes solutions, on a pu construire la solution d'API management qui couvrait tous nos besoins et nos attentes. On a essayé de faire le travail d'imaginer ça serait quoi pour nous la solution idéale par rapport à toutes les contraintes qu'on a eues aujourd'hui. Et parce que le constat qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a un peu l'impression que les solutions font la course à la features et on oublie de se centrer sur l'essentiel, ou en tout cas l'essentiel, elles l'ont déjà, il faudrait peut-être le mettre un peu plus en avant et l'épurer. Donc nous, ce qu'on aimerait bien dans l'idéal, c'est que les solutions d'API management soient vraiment centralisées sur le besoin de routage, donc la partie gateway, simplement et de manière efficace, avec toutes les problématiques d'architecture que ça tient, et de proposer aussi des connecteurs, une panoplie de connecteurs très spécifiques qui permettent de s'interfacer avec les différentes solutions de sécurité qui répondent à des enjeux souvent métiers différents. On faisait la distinction tout à l'heure entre Keycloak et Auth0. La philosophie de la solution ne va pas adresser la même typologie d'utilisateurs derrière. Et donc, en fonction de la solution sur laquelle on souhaite se brancher, qui gère correctement la sécurité, qui gère les standards et qui est capable de suivre correctement les standards,
avoir une API management qui fait de la gateway et qui est capable de s'interfacer avec toutes les solutions de sécurité du marché de manière standard. Et c'est tout. Voilà. Donc ce qu'on aimerait que vous reteniez de tout ça, finalement, c'est, premier bat smell que nous on a eu, c'est quand on commence à personnaliser dans la solution d'API management, c'est de vous poser la question, est-ce que déjà la solution, elle répond, c'est la bonne pour moi, hein, c'est pas grave de s'être trompé. Et est-ce que c'est pas le moment de switcher et d'aller peut-être développer des parties qui sont différenciantes pour moi. Dès que vous allez tirer des usages avec un utilisateur connecté, partez directement sur des solutions d'IAM externes, parce qu'elles font largement mieux le travail que les solutions d'API management. Elles suivent les standards poussés par les géants du web et elles sont vraiment plutôt faciles d'accès. Vos API, elles doivent être développées chez vous et elles doivent être vraiment responsables de leur propre sécurité. Ne déléguez pas la sécurité aux briques autour. Elle doit vraiment, vous devrez avoir codé au sein même de l'API la sécurité métier. Le sujet gouvernance, il ne faut pas le négliger, il faut essayer d'y travailler assez vite en amont pour essayer d'anticiper les modèles d'organisation que vous allez avoir avec la solution d'API management. Et souvent, la solution d'API management, la manière dont elle est pensée, peut avoir une influence assez forte sur les modèles de gouvernance que vous allez devoir mettre en place. On est convaincu que le portail développeur, c'est un différenciant. Il doit correspondre, ça doit être marketé, c'est pour les développeurs et ça doit correspondre vraiment aux typologies de développeurs, aux typologies d'applications que vous voulez qui développent, donc quel type d'API vous mettez à disposition. Et ça doit correspondre d'un point de vue visuel à votre marque. Et tout ça, ça doit être codé correctement et crafté, et ça ne doit pas être simplement de la peinture. Le dernier truc qu'on en sort, c'est ne suivez pas les solutions les yeux fermés. Nous, on a détecté dans quelques solutions des patterns d'architecture plutôt mauvais, des choix d'implémentation qui ne respectaient pas les standards, qui détournaient des fois des principes forts de sécurité d'API notamment. Et donc, prenez vite de la hauteur par rapport à ça, essayez de comparer certaines solutions et n'hésitez pas à aller comprendre comment la philosophie de la solution, comment c'est architecturé. Et repartez avec une Repcard Jaune, c'est notre nouvelle publication, vous pourrez la retrouver à la pause, où on va parler justement aller plus loin sur les problématiques autour de l'API management. Merci beaucoup. Merci.